Yorana et bienvenue dans Manava. Parmi les spécialités chirurgicales existantes, nous allons aujourd'hui découvrir avec nos invités la chirurgie réparatrice. J'accueille sur le plateau le docteur Karim Djenadi, qui est chirurgien orthopédiste et traumatologue au CHPF, le docteur Thibaut Vimon, qui est chirurgien plasticien, et Christelle Pendezec-Bassette, qui est patiente et qui va nous faire partager son expérience. Ravi de vous accueillir tous les trois sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Karim, tu peux nous expliquer ce qu'est la chirurgie orthopédique et traumatologique, si tu veux bien, en quelques mots. Moi, je sais que c'est un domaine très, très vaste. Merci beaucoup pour ton invitation. C'est vraiment un honneur. Oui, c'est une question qui me surprend, mais je vais essayer d'y répondre. Ma spécialité, la chirurgie orthopédique et traumatologique, c'est la spécialité chirurgicale qui s'adresse à l'ensemble des maladies et traumatismes, puisqu'on parle de traumatologie, de l'appareil locomoteur, dans sa globalité. Même si le plus souvent on s'occupe des membres inférieurs et membres supérieurs, mais l'appareil locomoteur peut aussi inclure la colonne vertébrale. Donc c'est une spécialité extrêmement vaste et qui consiste à prendre en charge des maladies et des traumatismes, des os, des articulations, le vieillissement des articulations aussi, les plaies des tendons, des nerfs, des muscles et parfois même certains vaisseaux. Tu vois, c'était super clair. Thibaut, même question pour la chirurgie plastique. Alors la chirurgie plastique reconstructrice esthétique, c'est la chirurgie qui va s'occuper en fait de toute la peau, des tissus cutanés qu'on a partout, de la tête aux pieds. On va également faire donc toute la partie reconstruction, soit après des accidents de la voie publique ou des malformations, et toute la partie plastique, comme la chirurgie après des interventions bariatriques, une grosse perte de poids, ou la chirurgie esthétique, qui peut être la chirurgie du visage ou autre. Très bien. Alors, Christelle, Thibaut te regardait en parlant d'une des interventions. C'est ce que toi, tu viens partager ton expérience avec nous. Tu as eu recours à la chirurgie de reconstruction. Voilà, C'est ça tout à fait. Suite à une chirurgie bariatrique, donc j'ai fait une sleeve en fait et j'avais perdu énormément de poids. Explique ce que c'est qu'une slip. Alors une sleeve en fait, tout simplement, on a sectionné une partie de mon estomac qui fait qu'aujourd'hui, si je fais attention et que je fais pas n'importe quoi avec cette opération, je garde un estomac qui est pas plus grand que mon poing et en fait je mange de petites quantités. Voilà, ce qui m'a permis de perdre du poids et de maintenir ce poids depuis 7 ans maintenant. Comment t'en es arrivé à décider ça? De faire cette opération? Oui, parce il y a plusieurs possibilités. Donc, bon, une première, on va dire, qui est plus simple, c'est de faire un régime, ce genre de choses. Mais t'étais arrivé J'étais arrivée à un point où c'était plus possible en fait. J'avais atteint 135 kilos. J'avais 35 ans. Je commençais à avoir des problèmes au niveau des articulations. Je ne pouvais plus me mettre sur mes genoux. Quand je me mettais sur mes genoux, ça me faisait horriblement mal. J'avais l'impression que mes os étaient en train de complètement se disloquer. Et puis, je sentais que si je faisais rien, j'allais avoir de plus gros problèmes de santé encore. Donc j'ai décidé pour ma santé et puis pour être là plus longtemps pour ma famille aussi, de me prendre en main et de faire cette opération parce que j'avais essayé tout au long de ma jeunesse de faire des régimes qui n'avaient jamais fonctionné. Donc je me suis dit allez allons-y et faisons cette Ouais, opération. donc là, on est bien dans le cadre d'une nécessité, on va dire, chirurgicale et pas simplement pour l'esthétique ou se dire, bon, c'est plus facile. C'est Non, pas du non. tout plus facile, c'est Non, une non. vraie décision et c'est une décision qui doit se peser et qui doit se quantifier, j'imagine aussi. Ah oui, oui, on en discute avec la famille, on pèse le pour et le contre. Avant de faire cette opération, de toute façon, il y a un gros suivi médical. Il y a à peu près un chemin de 9 mois de Ah bah. rendez-vous avec plein de... On va y venir, on va y venir. Voilà. Tu vas nous l'expliquer. Karim, comment est-ce qu'on consulte un chirurgien orthopédique et un orthopédiste? Je vais me tromper plusieurs fois. On peut dire Orthopédiste ça, et bon, ortho et traumato. Comme ça, je vais arrêter de savonner. Tu en as parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans le détail? Oui, on accède à un chirurgien orthopédiste de deux façons différentes, en gros, hein. Soit suite à un traumatisme, donc là on est dans l'urgence, on se présente aux urgences, et puis au terme du bilan, si on identifie une lésion qui relève des compétences de accident, on va dire. l'orthopédiste, un accident, ça peut être une chute d'échelle, ça peut être quelqu'un qui se coupe en nettoyant son poisson, hein, il y a beaucoup de circonstances possibles. On se présente aux urgences, on a un bilan radiologique si besoin, et là on juge s'il faut appeler le chirurgien orthopédiste. Donc là c'est simple. L'autre façon d'accéder à un orthopédiste, c'est tout simplement quand on a une maladie chronique, notamment des signes d'usure d'une articulation. Et en général, ça se manifeste par des douleurs à la marche,
Ça peut toucher les genoux, les chevilles, les hanches, les épaules, les coudes, les poignets. Ça peut être aussi dans le cadre d'une malformation? Oui, bien sûr, tout à fait. Les malformations des membres, bien Oui. évidemment, hein, concernent aussi ma spécialité. Elle concerne plus les orthopédistes pédiatres, comme on dit. Oui, parce qu'on hein. va essayer d'intervenir sur des patients plus jeunes. Oui, Enfin, on va intervenir. quelquefois dès la naissance Oui, même. hein. d'accord. Voilà. Donc là, c'est la personne qui fait l'accouchement, la sage-femme ou l'obstétricien, qui identifie la malformation, qui au demeurant est maintenant bien souvent identifiée avant la naissance même. Et déjà, on peut planifier la consultation auprès d'un chirurgien orthopédiste. Et plutôt c'est pris, mieux ce sera accepté par le corps de l'enfant et ensuite il aura moins de problèmes, normalement? C'est le principe? C'est une règle générale de base qui vaudra toujours. Oui, bien évidemment. Oui. Thibaut, alors, tu as présenté le fait que tu sois chirurgien plastique, et au sein de chirurgien plastique, comme tu l'as expliqué, il y a à la fois esthétique, il y a à la fois donc plastique et de reconstruction. Est-ce que le côté esthétique fait partie aussi de la chirurgie de reconstruction? Parce que quand on parle esthétique, évidemment, on parle souvent du côté, on veut se refaire peut-être des petites imperfections sur le corps, mais ça peut être pour des choses beaucoup plus, alors je vais dire le mot sérieux, mais faut pas que ça soit mal pris, mais c'est le cas quand même. Il est indispensable dans une chirurgie de reconstruction d'intégrer la composante esthétique. Faire quelque chose qui est fonctionnel mais qui n'est pas esthétique ne pourra pas rétablir en fait l'intégralité corporelle et psychologique de nos patients. Donc il est indispensable d'intégrer. Nos trois éléments de notre spécialité sont tous dépendants les uns des autres, et c'est ce qui nous permet d'intervenir le mieux possible en fait pour nos patients, en faisant toujours, quand on fait une reconstruction, en gardant toujours ce petit côté d'esthétique qu'on a bien évidemment au quotidien avec l'ensemble de nos patients. Dans ce cadre-là, Christelle, quand tu en es venu à prendre la décision que tu voulais changer, que tu voulais justement, tu as dit il y avait un côté, tes 135 kilos étaient très très compliqués à vivre et ça t'affectait ton quotidien, Pas non? du tout. Tu me dis tu avais mal aux genoux, ce Non, genre de pas choses. du tout. Je le vivais très bien, mon poids, je le vivais très Non, bien. je parle par rapport à tes Ah, articulations. mais par moi. rapport à mon corps, il subissait le pauvre. C'était horrible. Il fallait absolument faire quelque chose, quoi. Voilà, Il c'est de ça fallait dont je parlais, parce que je t'ai connu avant, je sais que tu le vivais très bien, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais alors, la démarche, tu vas voir qui concrètement? À quel moment tu te dis, bon, ok, là, je vais essayer donc une sleeve, tu as dit Voilà. une sleeve. Quelle est la démarche? Alors concrètement, j'entends parler de la sleeve, je me renseigne, je vois sur le territoire qui s'occupe de ça. Donc je prends rendez-vous avec le médecin. Le médecin me dit, oui, effectivement, j'avais un IMC qui crevait les plafonds. J'étais Explique IMC. Ouais. IMC, C'est pas nous expliquer sur le plateau. l'IMC en fait c'est le poids, enfin c'est le rapport poids-taille qui en fait C'est quoi, l'indice de masse corporelle, c'est voilà exactement, j'étais en obésité morbide. ça? D'accord. Donc il était clair que je pouvais bénéficier de la sleeve. Donc après une fois qu'il m'a dit OK feu vert, on peut faire la sleeve, j'ai eu tout un parcours avec plein de médecins à voir. Ça a pris combien de temps, par exemple? Ça a pris 9 mois. Ah oui, on est quasiment sur une année pour Ouais. mettre ça en place. Oui, parce qu'en D'accord. fait, ils préfèrent que ça se passe enfin, que le parcours soit long, que les gens soient vraiment sûrs d'eux. Parce qu'une fois qu'on a fait ça et qu'on fait cette opération, on peut plus revenir en arrière. Ouais. Donc, il faut vraiment être sûr de soi. Et on voit même un psychiatre. Quel type de... On va y venir aussi, mais quel type de chirurgien va entreprendre ce type d'opération? C'est pas de l'ortho, c'est pas du C'est un traumato. chirurgien viscéral. Voilà, c'est un chirurgien voilà. viscéral, exactement. Je cherchais le mot. Exactement, voilà. Donc ensuite, donc presque un an. Ce qui est intéressant, c'est que tu as dit que comme c'était une obésité morbide, il y a une prise en charge qui est faite. Oui. Donc on n'est pas sur le côté, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas sur le côté esthétique ou en se disant ça va être facile. Pas du tout. Là, on est sur du, ta vie peut être en danger, quoi. Clairement, ma vie était en danger quand je suis allée voir justement le chirurgien viscéral, qu'il a vu un petit peu les résultats de petit à petit de toutes les analyses qui tombaient. Il m'a dit, j'avais une hernie hiatale. C'est une hernie qui se trouve au niveau de l'estomac.
tellement à cause de mon poids. Enfin voilà, il y avait plein de petites choses qui allaient pas. Et il m'a dit normalement la chirurgie, la sleeve va aider à ce que le corps se remette bien, quoi. Et c'est vrai que depuis que je l'ai fait, je suis bien moins malade, j'ai bien moins de problèmes. Mais ça a réglé pas mal de problèmes en amont. C'est ça. Karim, dans le cas de la chirurgie, on va dire réparatrice, on parlait tout à l'heure d'accident. Alors là, on va parler du côté ortho, donc mains et pieds. Tout est réparable, c'est-à-dire que est-ce que la technique ou la technologie, je sais pas comment on dit maintenant, permet de rendre la mobilité aux membres dans certains cas ou dans plusieurs cas, accident. Il arrive parfois, j'ai vu des cas des ouvriers agricoles dont le doigt passe dans une machine, ce genre de choses. Pour répondre très clairement à ta question, tout n'est pas réparable. La majorité des lésions sont réparables, soit en aigu, au stade de l'urgence. La grande majorité des lésions restent accessibles à une chirurgie ou à un programme chirurgical, ça c'est très important. D'amélioration, c'est possible. Mais il y a tout de même certaines situations où on va se retrouver en échec. Et ça, c'est très important. C'est très important de le dire aux patients. C'est là où je voulais en venir, c'est Bien évidemment, que c'est pas magique. l'information, bien évidemment, on s'occupe d'un patient dans son intégralité, bien évidemment. Il faut s'adresser au patient, à son entourage aussi, familial, social, c'est très important. Et il faut à tout moment s'assurer qu'un niveau d'information suffisant a été délivré et qu'il a été compris. Ouais, Ça, pour c'est que, très en important. clair, que le patient se Voilà. dise pas Voilà. Karim va faire des miracles. Il faut qu'il soit conscient On- aussi du fait que l'échec est une possibilité aussi. L'échec est une possibilité et l'échec est gérable aussi. Parce qu'il y a toujours des plans B, mais des plans qui restent honorables tout de même. Il ne faut pas oublier les objectifs, c'est quoi? C'est finalement de permettre au patient d'avoir une vie aussi normale que possible. Peut-être pas la même vie qu'il avait avant, mais ça, c'est pas honteux. C'est une vie presque normale ou aussi normale que possible. Il y a des choses encore à faire. Oui. Oui. Moi, dans mon expérience perso, j'ai ma maman qui a perdu un morceau de doigt. On est dans ce cadre-là. Et à chaque fois, enfin, il y a une sorte de, je sais pas si c'est une légende urbaine ou une réalité, c'est de récupérer à chaque fois le morceau soit d'orteil, soit de doigt, de le mettre dans de la glace, parce qu'on se dit que le chirurgien va pouvoir en faire quelque chose. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que Oui. ça fait partie un petit peu des légendes Non, non, ce n'est pas une légende. Quand on vient juste de perdre un segment de doigt ou un segment de membre plus important, le bon réflexe, c'est de le récupérer tout de même. Et il y a des consignes très très précises pour le conserver, pour lui donner peut-être des chances d'une réimplantation. Bon, ça c'est un sujet un petit peu particulier, mais on peut le développer si tu veux, hein. Alors, tu interviens Oui. aussi sur les tendons. Tu peux intervenir sur les tendons des sportifs, par exemple? Oui, bien sûr, bien sûr. Le travail sur les tendons des sportifs fait partie de notre routine, mais pas que les sportifs, bien évidemment, Oui. parce que tous les individus Oui, bien ont sûr. besoin d'avoir des tendons de bonne qualité, même des personnes âgées, hein. Donc, pour revenir juste sur les possibilités de conservation d'un membre, oui, ça s'étudie. Ensuite, il faut développer des techniques, mais des fois, on aboutit à la conclusion qu'il vaut mieux peut-être se résoudre à perdre une partie d'un doigt, parce que le résultat fonctionnel va être meilleur qu'une tentative de réimplantation inefficace. Voilà. Thibaut, alors on parlait de chirurgie réparatrice et dans ce cadre-là, il y a alors je vais le dire correctement, la mastectomie Oui. qui fait partie de tes compétences. Tu peux nous expliquer ce que c'est et surtout le résultat ensuite. Alors la mastectomie, c'est l'ablation complète d'un sein qu'on réalise en général dans le cadre d'un cancer du sein. Donc il y a une RCP. Les RCP, c'est la réunion de concertation pluridisciplinaire des médecins qui vont se réunir et qui vont établir le programme des patientes en fait atteintes d'un cancer du sein. Et donc qui peut être une mastectomie. Donc la mastectomie va enlever complètement le sein et va créer une cicatrice qui va barrer toute une partie du thorax. Et moi, mon travail, ça va être la reconstruction derrière, redonner une forme de sein, redonner un sein. Alors ce sera jamais le sein d'avant, mais on arrive aujourd'hui avec les techniques de Alors, j'ai vu qu'il reconstruction. y avait plusieurs. Alors elles sont. Oui. J'ai vu qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc Il y a un oui. très grand listing, Oui. mais je vais essayer de faire assez rapidement à ce niveau-là. Il y a déjà différentes techniques. Il y a les techniques autologues qui vont être des reconstructions avec son propre corps. C'est-à-dire on va pouvoir prendre par exemple le muscle du dos, ça c'est le muscle grand dorsal qu'on va repositionner pour redonner de la peau. On
On peut prendre la peau du ventre, ça c'est le diepse, et on va prendre une petite artère, une petite veine qu'on va rebrancher au niveau du thorax et puis redonner tout un sein en une seule intervention. Et après, il y a d'autres possibilités comme la lipostructure où on va aller faire une lipoaspiration à l'endroit, préparer la graisse et la réinjecter au niveau du sein où il y a eu la mastectomie pour le gonfler progressivement. Donc ça nécessite plusieurs interventions. Et après, il y a les reconstructions avec des prothèses, donc prothèses mammaires, qui vont être là un corps étranger qu'on va mettre à l'intérieur et qui n'est pas toujours accepté par les patientes. Qui prend la décision du type de reconstruction? Est-ce que c'est le praticien? Est-ce que, évidemment, j'imagine, avec la patiente, elle décide en fonction de son état d'esprit, de la façon dont on va projeter ce genre de choses? Alors, tout n'est pas toujours possible. Et donc, c'est surtout ça qu'il faut voir, c'est que sur une peau, par exemple, radiothérapie, donc après avoir eu des rayons, la peau, des fois, peut être de mauvaise qualité, va nécessiter, pour préparer d'autres interventions, par exemple, une première étape de lipostructure, de réinjection de graisse au niveau du sein pour améliorer la qualité de la peau. Et après, on peut, par exemple, partir sur une prothèse mammaire. Mais peut-être qu'on va partir sur autre chose. Le choix revient toujours à la patiente et on s'adapte. On s'adapte en fonction du temps qu'elle peut y consacrer, parce que quand on a un cancer du sein, les cancers du sein sont assez tôt en Polynésie française, plus tôt qu'en métropole. Et donc on a des patientes jeunes qui travaillent, qui n'ont pas forcément beaucoup de temps à nous accorder ou à accorder à leur reconstruction. Et donc après, c'est une discussion entre elles. Moi, je présente les différentes possibilités, tout ce qu'on peut réaliser sur le territoire, ce qui nécessite d'aller ailleurs. Et après, je les laisse réfléchir et je les revois pour rediscuter avec elles de la meilleure solution, la plus adaptée à elles. Je lui posais une question pragmatique. J'espère même que la réponse est oui. Là, on est dans la reconstruction, on n'est pas dans l'esthétique, donc il y a une prise en charge qui est faite. Bien évidemment. Voilà. Je voulais être sûr parce que c'est important de le préciser. préciser. Mais Pour ma mère, d'accord. Prise en charge. Christelle, on va continuer sur ton expérience. Donc, tu as fait cette sleeve. D'accord, tu te sens beaucoup mieux, je parle au niveau des articulations et tout ça ensuite, mais ça a demandé ensuite une autre intervention. Voilà, en fait, j'ai eu la chance, j'ai eu la chance de perdre très rapidement du poids, c'est-à-dire que mes 65 kilos, je les ai perdus en un an. Ce qui est... c'est rapide, c'est très rapide. Très rapide. Ouais. Normalement, un homme perd beaucoup plus de poids en faisant cette opération, beaucoup plus vite qu'une femme. Et moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai perdu très rapidement. Donc forcément, ma peau s'est vraiment affaissée. C'était, voilà. Même pour être clair, t'es passé de 135 kilos à 70. Oui, donc... le poids que je fais aujourd'hui. Voilà, donc en fait, tu avais la peau de 135 kilos. Exactement, Pour il y avait de la peau partout. Rentrer dans ton intimité, mais non, mais tu pour peux que les y gens aller. comprennent, Il y avait de la peau qui pendait de partout, ça pendouillait de partout, soyons clairs. Et donc, il fallait prendre une décision. Donc là, avec le chirurgien qui m'avait fait la sleeve, il m'a donné le feu vert pour aller voir un chirurgien esthétique, de façon à pouvoir faire mes opérations de reconstruction petit à petit. Donc, oui, voilà, donc là, c'est encore petit à petit. Il y a eu 9 mois pour mettre en place le protocole. Oui. Il y a eu la sleeve. Voilà. Et ensuite, il y a encore combien... Donc, il y a un an de perte de poids, donc on est presque à 2 ans. Mais attention, parce que moi, j'ai fait un an, mais je connais des gens qui ont mis 2-3 ans à perdre du poids. Donc, il y a toute la perte de poids. Et une fois qu'on a atteint, entre guillemets, son poids idéal, où on sait que là, on sera stabilisé, où on est censé ne plus regrossir, là, le chirurgien donne son feu vert pour qu'on puisse faire les opérations de reconstruction. Alors Thibaut, ça se passe... Je sais que tu sais comment ça se passe, mais comme on est un spécialiste, comment ça se passe? Ça se fait par étapes aussi ou très clairement c'est en une fois? Non, c'est par étapes. Et ce sera des étapes. Et donc, du coup, on va encore ajouter du temps derrière pour arriver à une reconstruction complète de son corps. Et il y a plusieurs interventions possibles. Il y a les bras, les cuisses, le ventre, les fesses et les seins. Et tout ça, en fait, on essaie le plus possible de les regrouper pour essayer de faire gagner du temps à nos patientes. Donc, on va faire par exemple le ventre et les seins en même temps, un certain nombre d'interventions. J'imagine qu'aussi il y a la notion. T'étais endormi, enfin complètement. Oui. Ouais, donc j'imagine aussi qu'il y a on aussi. On limite le nombre d'anesthésies générales comme ça. Ouais. Donc ça permet également de limiter le nombre d'arrêts de travail. Parce que forcément, quand on travaille, chaque fois, quand on se fait opérer tous les 4 ou 6 mois et qu'on a 3 semaines d'arrêt de travail derrière, c'est un vrai impact personnel, familial et professionnel. Ouais. Et donc on essaie de regrouper au maximum, et après c'est des parcours du combattant quand même, et c'est des parcours qui vont demander 1 an et demi, 2 ans en fait, en fonction de ce qu'on doit refaire derrière, et qui nécessitent malheureusement également assez régulièrement des petites retouches. Des cicatrices un petit peu plus disgracieuses, la peau qui peut se détendre également, secondairement, et donc qui nécessite une remise en tension à nouveau. Et j'imagine aussi un protocole de suivi pour pas faire n'importe quoi derrière, parce que si on vient de passer 3 ans avec une décision de vie,
et qu'on fait un peu du n'importe quoi derrière, ça peut avoir des incidences très compliquées. Alors, il faut avoir un poids stable. Ça, c'est le principal, c'est qu'à partir du moment qu'on a une patiente ou un patient qui n'a pas un poids stable, il faut pas se lancer dans la chirurgie post-bariatrique, donc la chirurgie d'après la chirurgie qui fait perdre du poids, parce qu'on n'aura pas un résultat stable. Et on sera obligé tout le temps d'y revenir, et donc on s'en sortira pas. Donc ça, c'est important. Et comme c'est des patients, en fait, qu'on voit nous très régulièrement, on les suit, en fait. On les suit, on les opère, on va les revoir à 15 jours, 3 semaines, 1 mois et demi, 3 mois, 6 mois, 1 an, et on va reprogrammer les autres interventions. Donc c'est des patients qui sont pas perdus tout seuls dans la nature, et on les revoit régulièrement. Ouais, puis de toute façon, ils ont pris une grosse décision. J'aimerais qu'on parle on va dire, du pan psychologique, et je vais revenir justement là-dessus après avec toi, Christelle. Il y a un avant, un après, quand il y a une opération traumato. Là, j'ai pas dit de bêtises. Non, c'est parfait. Et que ça peut être pour réparer quelque chose. Donc, est-ce que psychologiquement, les patients sont suivis pour les aider avec leur nouvelle vie, ce qui peut être du positif, mais tu en parlais tout à l'heure aussi, ça peut être aussi parfois, alors pas du négatif, mais si ça ne fonctionne pas, est-ce qu'il faut qu'ils soient prêts et comment on peut les aider psychologiquement? Ma question était un peu longue, mais comme je vais vous poser la même après sur le côté esthétique, ça sera fait. Oui, non, la question arrive comme il faut. Oui, il faut assurer un suivi et une prise en charge psychologique du patient, aussi bien au stade aigu, c'est-à-dire juste après le traumatisme. J'ai quand même quelqu'un qui est sorti de chez lui le matin en pensant se rendre sur les lieux de son travail et qui finit à l'hôpital, donc c'est pas rien du tout. C'est une personne qui a été ravie à sa volée de sa vie habituelle. Donc ça, c'est très très important. Je voudrais rebondir sur une notion qui a été introduite par Thibaut, et je le rejoins tout à fait. C'est que d'abord, cette chirurgie de reconstruction, c'est toujours un programme chirurgical. Il faut y préparer le patient. C'est pas qu'une intervention, c'est quelquefois un programme dans ma spécialité qui peut durer jusqu'à 2 ans. D'accord. Donc il faut y préparer le patient. Il y a autre chose aussi qui pour moi est fondamentale, c'est la notion de travail multidisciplinaire. C'est un travail d'équipe. Et ça ne peut pas être que de la technique opératoire pure. Dans ma spécialité, je travaille avec des chirurgiens plasticiens, bien sûr, parce que nous avons le souci de la fonction, certes, mais aussi celui de l'esthétique, comme l'a dit Thibaut. On peut être amené à travailler avec des chirurgiens vasculaires, parce qu'un membre qui ne reçoit pas suffisamment de vascularisation, c'est un membre qui ne peut pas cicatriser, ni les nerfs, ni les tendons, ni l'os. On travaille bien sûr avec des anesthésistes et des médecins de la douleur dans le cadre de la prise en charge psychologique. Et il y a aussi tout l'aspect non chirurgical, mais qui est fondamental. Ce sont tous les autres membres de l'équipe. Et j'espère n'oublier personne en citant les kinésithérapeutes. Oui, parce qu'il y a de la rééducation, il y a l'adaptation, il y a tout ça. L'ergothérapeute, le psychomotricien et bien sûr le psychologue, voire quelquefois le psychiatre. Donc c'est un travail de longue haleine, c'est un travail d'équipe. Et à tout moment, le patient a besoin de ce support, de cette aide psychologique. Christelle, après cette opération, après l'ensemble des différentes opérations, comment on se sent et comment est-ce qu'on se dit je suis la même personne? Est-ce que tu te dis j'ai changé physiquement, donc j'ai changé dans ma tête? Et puis est-ce que comment réagit l'entourage? Alors, beaucoup de questions. C'est parce qu'il me reste pas beaucoup de temps, c'est pour ça. Comment j'ai réagi? Ben, on va dire que je pense que je suis restée la même personne. Vis-à-vis des gens, le regard a changé. Parce que être obèse dans notre société aujourd'hui, même si on le vit très bien soi-même, c'est très dur à vivre parce qu'on est stigmatisé, il faut le dire. Les personnes obèses sont des personnes en mauvaise santé, qui prennent pas soin d'eux, qui mangent n'importe comment, alors que c'est pas forcément le cas. Donc oui, le regard des gens a changé. Ton entourage? Mon entourage, mon mari surtout, pour lui, alors lui voulait pas l'opération parce qu'il aimait sa femme telle qu'elle était avec ses rondeurs. Et finalement, on lui dit des fois, mais t'as une nouvelle femme? Alors non, il a pas une nouvelle femme, mais effectivement, le corps a changé. Mais il a compris la nécessité. Oui, il a compris la nécessité. Et oui, les gens comprennent pourquoi j'ai fait cette opération et m'ont vraiment soutenu. Voilà. Est-ce que tu as eu besoin d'un suivi plus particulier? Une fois encore, je veux pas rentrer dans on va dire l'intimité ou dans le secret médical, mais est-ce que tu as eu besoin de voir des spécialistes pour appréhender ton nouveau corps et ce genre de choses? Ou est-ce que naturellement, tu t'es dit, bon,
ce nouveau corps là, c'est le mien maintenant et je vais m'adapter toute seule. Alors, il y a eu peu après l'opération, parce que en un an, je pense que ma tête n'a pas eu le temps de s'habituer à mon nouveau corps. Je me suis retrouvée à ne pas me voir telle que j'étais. D'accord. À un moment, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais voir un spécialiste ou pas? Et puis finalement, je me suis mise au sport. Et puis, voilà, j'ai accepté mon corps petit à petit comme ça, voilà. Thibaut, justement, ce côté psychologique, on va dire, Ouais. psychologique, il est important aussi pour l'après. Alors, il faut le prendre en compte, bien évidemment. Parce que c'est pas anodin, là. Hein. Non, moi j'ai la chance d'intervenir. En général, il y a déjà eu donc la sleeve, donc déjà des consultations avec un psychiatre avant besoin. Il y a déjà souvent une prise en charge qui a été faite. Et donc je repropose aux patients, quand je vois qu'elles ont besoin, d'aller consulter la personne qu'elles ont déjà vue avant, qu'elles connaissent, qui elles ont confiance. Et quand il n'y a pas de suivi, effectivement, bien évidemment, quand je vois que c'est difficile, que l'image corporelle a été altérée de façon très importante, on les envoie toujours consulter quelqu'un. C'est indispensable. Quand vous intervenez auprès de plus jeunes, pareil, cette notion psy, alors là, on est sur du pédopsie, ça va être encore plus délicat. Alors, sur les plus jeunes, pour les mineurs, déjà, on ne fait pas de chirurgie esthétique sur les mineurs, ça c'est la première des choses. Et c'est bien de le rappeler. En reconstruction, bien évidemment, là, on va chercher beaucoup plus de choses. On va aller beaucoup plus loin parce que tout le quotidien va être perturbé. Et quand on est au collège ou au lycée et qu'on a des cicatrices visibles, c'est très difficile à vivre. Ah, ils sont durs, hein. Et Ils sont durs, les jeunes gens entre eux. Hein. Et donc là, on cherche le soutien familial, on voit comment on peut les aider au maximum. Très bien, mais voilà, on voit qu'il y a un vrai savoir-faire indispensable et de qualité sur le territoire et on s'en félicite. Merci d'avoir répondu à mes questions, merci d'avoir partagé ton expérience. Avec plaisir. Nickel. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée avec TNTV.